ce sont les métiers de l'agriculture. Car être agriculteur ou éleveur, c'est un métier. Quelques-uns ont réussi une reconversion durable par une véritable connaissance du terrain. Claude Duplan, enseignant en économie et sociologie rurale, pendant près de 15 ans, lassé de ses vacations successives qui l'ont baladé aux quatre coins de France, décide en 81, après sa rencontre avec Thérèse, de se fixer au cœur des Cévennes et d'y fonder une famille. Après avoir amorcé sa reconversion en pente douce, il nous expliquera comment il devient propriétaire de 500 hectares et se consacre à l'élevage des chevaux et de porcs gascons. Aujourd'hui, Claude et Thérèse Duplan sont épanouis dans une nouvelle vie qu'ils ont mis 10 ans à construire. Mais avant d'évoquer avec Claude les aléas rencontrés sur le parcours, retrouvons la famille Duplan dans son fief. Quand j'ai rencontré Claude, je suis tombée amoureuse de l'homme et de son projet. Et j'ai foncé complètement. Allez, viens, allez, viens ici. Ouais, bravo. Ça, c'est le poulain. Oh oui. Ce que j'aimerais bien, c'est que les fermes fonctionnent de façon ouverte. La mauvaise image du paysan est souvent due à ce côté fermé. Je crois qu'on peut proposer autre chose et le coin le permet. Les activités sont diverses à la ferme. Nous avons d'abord l'élevage avec les chevaux, les afflingers, et puis le porc gascon qui a l'avantage d'être une race du sud-ouest, donc proche des climats qu'on a chez nous. Et puis on conserve le patrimoine génétique, c'est quand même la plus vieille race européenne de porc. Trop. Ah, Madame Pivoine, on te dérange, hein? Je suis arrivé ici dans un cadre un petit peu particulier. J'ai eu un parcours toxicomaniaque très chargé, 18 ans d'héroïne. J'avais un parcours d'existence qui était complètement différent puisque j'étais responsable de garage avec une quinzaine d'employés sous ma responsabilité. Et pour pouvoir rompre avec ce passé quand je ne voulais plus avoir, avec lequel je ne voulais plus avoir aucun rapport, je me suis adressé à une association avec laquelle travaille Claude et il fait partie des quelques familles en France qui permettent aux gens comme moi de changer radicalement d'existence et de découvrir une nouvelle vie. Ce village que vous voyez qui est encore en ruine, ben on ne le voyait même pas, quoi. Et il a fallu faire le chemin à la serpe pour accéder déjà. Et évidemment, les premières années, ça avançait très vite. Quand on a enlevé les ronces et tout, c'était formidable. Et on avait l'impression que tout irait aussi vite. Et on voyait le village reconstruit très vite et on faisait des projets partout. Maintenant, il y a à peu près un tiers du hameau correctement retapé. Disons qu'en gros, depuis 85, j'y suis sur un bon bout de temps au niveau de la restauration. Cette partie-là a été complètement refaite. Dimanche, c'est le concours officiel. 15 mètres au sol. 15 mètres au sol. De quoi? Nous avons créé un GR qui était très demandé par les associations pédestres et équestres du coin. Nous en avons profité pour faire une activité en gîte étape. Et puis nous faisons aussi table d'hôte. Et en faisant goûter nos produits. On se partage les tâches. Claude fait les viandes, je prépare les viandes de son élevage. Et moi, j'assure toute la partie salade, légumes, dessert, entrée, enfin, plat. Alors j'ai une spécialité, c'est la tarte aux orties. Et les gens viennent ici pour manger la tarte aux orties. Là, on va au bassin de la Carrière, qui sont mes bassins de réserve au niveau de la flotte. Et là, c'est une activité que je fais tous les 2 ou 3 jours actuellement, mais que par contre, je fais quotidiennement en été. On va sur les chevaux? Allez. Hop.
Claude Duplan, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui a motivé ce changement radical de vie? Vous étiez vous-même fils de paysan? Non, absolument pas. Je suis fils d'un cadre d'industrie, donc tout en étant originaire de la région, ça n'avait rien à voir. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce choix? Bon, déjà, un peu mon passé de fils de cadre d'industrie, j'ai un peu trop vécu avec, dans ce milieu-là, ça me rebutait pas mal. Et puis j'avais vu pas mal d'agriculteurs qui pliaient et qui venaient se faire embaucher à l'usine. Moi, j'ai essayé de faire l'inverse, mais il fallait aussi l'opportunité financière. Et puis, c'est arrivé très fort quand j'ai eu le désir d'avoir des enfants. Je préférais les avoir à la campagne. Justement, revenons à ce que vous venez de dire. Vous aviez constaté que beaucoup de paysans venaient chercher l'embauche chez votre papa. C'était dans quelles années, ça? Oh, c'était... je suis né en 50, je peux dire que j'ai connu ça jusqu'à mon adolescence. Donc déjà, vous aviez remarqué un départ vers les villes. Est-ce que, dans votre occupation du terrain, vous tirez un autre diagnostic de ce fait du départ vers les villes? Disons que nous sommes sur un canton, le canton de Ganges a retrouvé en gros sa population des années 60. Pour quelle raison? Parce que nous sommes un peu dans le rurbain. Nous sommes à 3/4 d'heure de Montpellier. C'était une cité ouvrière qui était tournée sur la soie. C'était la capitale de la soie. Et puis il y avait les montagnes qui étaient occupées essentiellement par les éleveurs. Et puis la plaine par les viticulteurs. Les éleveurs ont connu des périodes plus difficiles que les viticulteurs dans les années 50. Et la plupart, c'est le cas sur ma ferme, ont connu l'exode rural classique. L'industrie demandait des bras et l'agriculture pouvait en fournir. Bien. Et pourquoi les Cévennes, en fait? Vous connaissiez déjà cette région? Ah oui, moi je suis né dans les Cévennes. Donc vous êtes originaire de la région? Oui, disons que j'y suis né. Je ne suis pas resté toute mon adolescence, mais j'ai été ensuite en pension en Provence. Mais j'ai toujours beaucoup aimé cette région. Et pourquoi l'élevage? Est-ce en raison du relief, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative pour... Je cherchais beaucoup d'espace. Et si possible en hauteur. J'aime bien avoir de la vue. Oui. D'où l'intérêt pour moi de cette montagne. Ouais. Du fait que vous soyez diplômé en économie et sociologie rurale, est-ce que ça vous a permis d'affronter les problèmes du relief, à savoir la sécheresse, et peut-être d'apporter vos connaissances à vos voisins? Disons qu'on est surpris au départ, parce qu'entre la théorie et la pratique, il y a quand même, un monde. Certains en sont revenus. Voilà, il y a quand même un monde. Mais disons que ça permet d'avancer plus vite. Pas de griller des étapes, mais d'avancer plus vite. Avant, donc, qui étiez-vous, vous et Thérèse? Oh, Thérèse, c'est une fille d'agriculteur normand qui s'est un peu cherchée aussi, comme moi. Hein. Elle a fait ses études de médecine. Elle est partie faire prof de français au Ghana, un pays anglophone. Et puis, elle a cherché aussi un retour à la terre, au moment où moi, je voulais faire ce passage à la terre. Et elle exerce, elle, toujours sa profession d'infirmière. Oui. Et elle arrive à cumuler tout. Disons que c'est un avantage du milieu rural, surtout dans notre région où il y a pas mal de retraités, c'est qu'il y a du travail pour les infirmières. Et effectivement, elle fait surtout des remplacements en période creuse pour l'accueil, c'est-à-dire l'hiver. Est-ce que vous estimez que seul ce type d'activité suffit à faire vivre votre exploitation? Non. Alors, vous diversifiez votre activité. Bon, nous sommes sur des schémas qui ne sont pas des schémas productivistes. Ouais. Nous avons des objectifs qualité, mais ce n'est pas suffisant. Malgré la vente directe, ce n'est pas suffisant. Donc nous avons aussi une activité en gîte-étape, parce que nous sommes une région qui marche bien au niveau du tourisme. Mais on ne veut pas se cantonner uniquement dans le tourisme, on veut faire un accueil beaucoup plus ouvert. Et donc, le témoignage de ce monsieur dans ce sujet, de Denis, oui. Vous avez fait un vrai travail avec les toxicomanes ou les handicapés. Vous faites ça en saisonnier? Comment ça se passe? Avec les toxicomanes, nous faisons partie d'une association qui dépend du ministère de la Santé et nous avons un appui avec les éducateurs. Donc on est quand même bien secondé et c'est sur une période qui dure 6 mois. D'accord. Et vous avez un suivi sur vos, j'allais dire, vos pensionnaires? Oui. Oui. Des liens secrets? Oh oui, oui. Alors, dans un site aussi difficile que les Cévennes,
en raison du manque d'eau. Il n'y avait donc pas de place pour une autre forme d'agriculture, je présume. Non, nous sommes sur des terrains très pauvres où il peut y avoir à l'heure actuelle que des races rustiques qui ont un maximum d'autonomie sur le terrain, qui valorisent le terrain. Alors comment ça se gère? J'ai appris qu'il y avait un comité d'agriculteurs dans les Cévennes. Oui. C'est vous qui êtes à l'origine de cet élan? Non, nous sommes, vous savez, je suis un des exemples, mais il y en a une dizaine comme ça dans ma région, de retour à la terre. Réussi? Oui, réussi. Et des gens plus compétents que moi au niveau technique, parce que bon, moi c'est surtout l'économie et la sociologie, mais qui sont, il y a des vrais agronomes qui se sont installés comme agriculteurs sur le secteur. Et je crois savoir que vous avez même fait un voyage d'études au Brésil. Oui. Avec vos camarades agriculteurs. Voilà. Alors, c'était dans quel but, ça? On a été plusieurs dans les années 85 à créer un comité Petite Région Agricole. Et ensuite, quand il y a eu la coopération décentralisée Axe Nord-Sud, on a eu la possibilité de faire du partenariat agricole avec un autre pays du Sud. L'occasion s'est trouvée avec un ami qui d'ailleurs actuellement est agriculteur, qui était technicien sur le secteur et qui est parti faire une mission au Brésil. Il nous a fait connaître ces 9 communautés paysannes du nord-est Brésil. Nous avons été très intéressés par le travail qui avait été fait et on a cherché à être utile. Ce mythe du retour à la terre, Claude, est-ce qu'au fond, il faut quand même mettre en garde les gens qui ont envie effectivement de faire comme vous? Et c'est pas si simple. D'abord, financièrement, ce n'est pas simple au départ. Ça vous a coûté cher à vous? Même si c'est du terrain pauvre qui n'est pas cher, on a une grosse surface. Bon, vous avez dit tout à l'heure 500 hectares. Bon, nous avons 250 en propriété, 250 en fermage. Mais malgré tout, alors qu'il n'y avait aucun moyen pratique au niveau du chemin, au niveau de l'électricité, au niveau de téléphone, au niveau de l'eau, ça fait de gros investissements. C'est-à-dire, de quel ordre? Au départ. Vous mettez au départ un peu plus d'1 million de francs et vous savez que dans les années à venir, il faut en mettre autant pour pouvoir commencer à fonctionner. Bien, on va accueillir tout de suite notre témoin qui est quand même un spécialiste de la ruralité. Pierre Akos, bonjour. Vous êtes mon complice dans cette émission puisque vous avez fait paraître un livre qui est une véritable étude du monde rural, un livre au titre de La France rurale à l'agonie, paru aux presses de la Cité. Je rappelle que vous étiez journaliste à l'Express pendant plus de 20 ans et conseiller auprès de la rédaction en chef de ce même journal, que votre spécialité c'était quand même le service médical, le service scientifique. Alors comment vous êtes arrivé à une telle étude sur le monde rural, cette analyse? Parce que je suis fils de paysan. Oui. Que je retourne tous les ans dans mon village, oui. Que je n'ai en réalité jamais lâché mes racines. Et puis il y a eu la lecture d'un ouvrage qui a été un détonateur pour vous, je crois. Plusieurs. Il y a eu d'abord il y a eu ce livre de Roger Béteille, La France du vide, qui m'avait beaucoup sonné. Oui. Avant, il y avait eu l'histoire de la France rurale de Duby, qui avait été également une mine qui permettait de bien comprendre. Je crois que tous ceux qui s'intéressent au monde rural se sont intéressés à cette très belle œuvre. Et puis Paris et le désert, français. Ça, c'était l'ouvrage. J'ai vu naître, comme jeune journaliste, le grand retour j'allais dire le grand retour à la terre, j'allais dire le grand retour de l'agriculture dans le giron industriel. En France, en tous les cas. Jusqu'alors, elle était restée moyenâgeuse. Et sous l'impulsion de Jean Monnet, à partir de 1947, et dans les faits, à partir de 1950, c'est le moment où j'ai démarré en journalisme, on a commencé à parler d'agriculture industrielle. Alors, qu'est-ce que vous pensez du cas Claude Duplan avant, rien ne le prédestinait à ça. Visiblement pas, mais il est dans cet univers... il est exceptionnel, les réussites de cette nature et cette remontée du courant en quelque sorte qu'il a réussi, des cas de ce genre sont extrêmement rares. Vous faisiez allusion tout à l'heure à M. Jean-François Gravier, qui était l'autre ouvrage qui m'avait beaucoup frappé. À partir de 1947, déjà, au moment où naissait ce grand élan, un sociologue, Jean-François Gravier, a commencé à agiter une sonnette d'alarme. Il a écrit un livre qui a été réédité ensuite et réactivé en documentation en plusieurs années, qui s'appelait Paris et le désert français. Et jeune journaliste, dans les années 50, voyant partir sous l'impulsion de Jean Monnet cette agriculture nouvelle qui était destinée à rattraper le temps, à court-circuiter le temps,
je me suis dit que si les gens comme Gravier agitaient cette sonnette, ça n'était pas pour rien. Et qu'il avait déjà, lui, pressenti avant la lettre que ce grand élan industriel qui touchait enfin le monde paysan allait se payer très cher. Donc, Claude Duplan, pour vous, c'est une exception. Quel regard portez-vous là-dessus? Je suis admiratif pour son courage d'abord, parce que pour le faire au moment où il l'a fait, c'était difficile. C'était le temps des grands échecs, monsieur l'a dit tout à l'heure. Mais justement, Claude, comment avez-vous trouvé ce financement qui était nécessaire? Bon, j'avais un petit peu de fonds propres parce que je gagnais correctement ma vie avant. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir mon père qui était très réfractaire au départ à l'agriculture parce qu'il avait trop vu les difficultés. M'a quand même aidé. J'ai pu avoir une avance sur héritage, plus un emprunt comme tout le monde. Mais ce projet qui vous tenait tant à cœur répondait à quelle nécessité intérieure? Qu'est-ce qui vous a poussé à tout plaquer, un mode de vie pour aller vraiment vers la terre? C'est l'ensemble du milieu rural qui me passionne. Je crois qu'être sur une ferme dans un petit village avec un petit canton au bout, c'est une taille qui est très intéressante pour le milieu associatif. Moi, je suis un militant associatif depuis toujours. Et il y a une possibilité de s'ouvrir, de faire plein de choses, d'éveiller la curiosité des enfants, de travailler avec des classes vertes, de travailler avec des races rustiques qui ne sont pas intéressantes dans des lieux productivistes. Cela dit, elles ne sont pas intéressantes, c'est vrai, sous l'angle productiviste, tel qu'on le prône aujourd'hui au niveau européen, mais elles le sont quand même au niveau du créneau. Le créneau que monsieur a choisi est diablement intelligent. Il a choisi des races rustiques qui s'adaptent remarquablement au terrain. C'était important. Et il a choisi des races rustiques qui sont actuellement méprisées par l'univers industriel, agroalimentaire, mais qui ne tarderont pas à revenir à ces notions. En fait, qui sont vos clients, Claude? Alors, mes clients sont en vente directe des chevriers à qui je vends des porcelets castrés qu'ils élèvent avec du lactosérum, donc le petit lait. Et puis des reproducteurs, alors là, il y en a qui sont partis sur Madagascar, sur Haïti, parce que tous les pays en voie de développement, et essentiellement ceux où la France a eu quelque chose à faire un jour, ont ces races rustiques. Le porc créole est issu du porc ibérique et du porc gascon. Donc, mais comment les chevaux, c'est la même chose. Et on a fait la même chose avec certaines vaches. Vous avez actuellement des paysans du Cantal, de la Lozère, de l'Aveyron, qui essaient de reconstituer un cheptel rustique qui en France est plus ou moins méprisé, sauf pour les gens qui le prennent comme ça pour rigoler un petit peu. Ah oui, on peut faire du laguiole avec ça, avec les races Aubrac, ou alors avec la Salers. Oh là là, c'est une très belle vache, elle a des cornes en lyre, etc. La seule chose que l'on oublie, c'est qu'elle a une viande qui est de remarquable qualité, les deux d'ailleurs, les deux espèces, et qu'elles sont très demandées sur l'extérieur. Aujourd'hui, il y a un vrai trafic occulte de semences de reproduction des taureaux Salers et Aubrac sur des pays en voie de développement, bien évidemment, mais de l'Amérique du Sud et même l'Afrique du Sud, qui, elle, ne se trompe pas. Elle a fait des choix. Bon, moi, je vous entends discuter. Il y a un constat économique évident. Comment se fait-il que les gens qui sont décisionnaires en matière d'agriculture, en matière de réglementation européenne, ne sont pas conscients de ce que vous dites qui semble si évident? Ils ont fait des choix différents. On préfère élever en batterie. Il y a un savoir-faire parmi les éleveurs dont c'est le métier. On préfère élever en vacherie de l'Holstein qui pisse 10 000 litres de lait par an qu'une Aubrac ou qu'une Salers qui n'en donnera jamais que 4 à 5 000, mais qui sera de qualité. Oui, le porc gascon, pour faire un porc de 100-120 kg, il vous faut entre 10 et 12 mois. Les races modernes et les hybrides industriels qu'on a depuis un siècle et demi, en claustration, il faut compter 5 mois et demi. Oui, c'est très clair. Revenons à vos motivations personnelles. Ce retour à la terre dans cette région très spécifique, cette vallée, est-ce que vous avez eu du mal à vous intégrer, à être accepté de vos concitoyens ou les choses se sont faites très naturellement, très rapidement? Non, je me doutais que ce serait difficile, l'intégration. En fait, ça l'a été moyennement. Qu'est-ce qu'il a fallu prouver au fond? D'abord, j'ai eu un problème au départ, c'est qu'il y a une grosse surface sur laquelle j'interdisais la chasse pour pouvoir élever normalement. Ça m'a créé des problèmes, d'abord avec mon village, puis après avec d'autres villages voisins qui faisaient la surenchère sur la chasse. Bon, ça c'est le premier point, que connaît tout éleveur de la région qui veut interdire la chasse. Et puis la deuxième difficulté,
c'est pouvoir rentrer dans un créneau vis-à-vis de la Chambre d'agriculture qui n'est pas préparée à ce type-là d'exploitation et à ce type-là d'élevage. On n'a pas de référence et difficilement du financement. Je vous propose de passer tout de suite au dossier info avec Jérôme Tichit et puis on conclura ensemble après. Merci. Jérôme, bonjour. Alors, quelles sont les aides financières mises à la disposition des jeunes qui voudraient effectuer un retour à la terre comme Claude ? La plus importante est la DJA, ça veut dire dotation d'installation aux jeunes agriculteurs. Elle est accordée selon des critères de formation et d'endettement. En clair, il faut donc avoir un bagage suffisant et ne pas trop s'endetter. Il s'agit d'une aide en capital dont le montant varie entre 82 700 francs et 171 000 francs, mais qui est à multiplier par 2 si vous êtes des agriculteurs qui s'installent en couple. Sachez également que certaines banques sont habilitées à délivrer certains prêts bonifiés à l'agriculture. Il faut pour cela donc se renseigner auprès de sa banque. Enfin, une aide spéciale d'un montant de 20 000 francs peut être attribuée aux jeunes agriculteurs qui désirent s'agrandir ou se diversifier pour se conformer aux directives de la politique agricole commune. Alors, où s'adresser pour se renseigner ? À la préfecture de son département et plus spécifiquement au service de la DDAF qui est la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, ainsi bien sûr qu'au CNJA qui est le Centre national des jeunes agriculteurs qui a une antenne dans chaque département. Pour obtenir leur liste, adressez-vous à l'antenne nationale, 14 rue La Boétie, Paris 8e, téléphone 16 1 42 65 17 51. On l'a vu dans le reportage, Claude Duplan et sa femme Thérèse accueillent des toxicomanes. Oui, et ce donc dans le cadre des activités de l'APRETO, qui est l'association pour la réhabilitation des toxicomanes. Le principe, c'est qu'après un sevrage physique, les toxicomanes vont se mettre au vert, comme on dit, dans une ferme pendant 6 mois. Ils y sont hébergés en échange d'une activité et on élabore avec eux un projet de sortie. Le but, donc, c'est une accession à une autonomie physique et psychique et avec un suivi qui est assuré par un éducateur. L'APRETO gère actuellement 2 réseaux, l'un dans les Alpes, l'autre dans les Cévennes, et a constamment besoin de nouvelles familles d'accueil. Si ce projet vous intéresse, adressez-vous donc à l'APRETO, qui est 15 rue Molière à Annemasse, c'est en Haute-Savoie. Téléphone 16 si vous habitez en Ile-de-France, 50 38 23 81. Enfin, on rappelle que dans sa ferme, Claude et son épouse développent des activités de tourisme vert dont nous reparlerons dans une prochaine émission. Alors si vous aimez les Cévennes, allez donc prendre l'air à la ferme des Euzes, qui est boîte postale 13 34 190 Ganges, téléphone 16 67 73 65 84. On retrouve ces coordonnées sur le 36 15 code 5e. Et si on ne connaît pas les Cévennes, c'est une raison de plus pour aller le découvrir. Tous les deux, j'aurais posé une question. Est-ce que vous auriez tendance à encourager ce type d'entreprise ou c'est un petit peu le miroir aux alouettes? Peut-être d'abord aux techniciens. Il faut une grosse motivation et puis hélas, comme je disais, des moyens. Le problème dans notre région, c'est qu'il est très difficile de louer. La plupart des exploitations sont en faire-valoir direct. Il y a peu de locations, donc ça demande déjà beaucoup de moyens au niveau du foncier. Mais vous encourageriez quand même une initiative? C'est une solution qui regroupe à la fois la qualité de vie, et à la fois, l'agriculture, c'est quand même un métier extraordinaire. L'agriculteur, c'est le plus beau métier du monde. Il y a, non pas de là, il n'y a pas d'utopie. Là, il y a du sérieux, puisque le programme a été monté, etc. C'est vrai qu'il y a un tout petit peu... que ce type de reconversion, c'est à constituer. On a connu cela. Si vous saviez comment on finit les malheureux du Larzac, ils sont au fin fond actuellement de l'Ariège. Ils constituent des îlots dans des villages qui sont des villages morts. C'est peut-être un dossier à faire là-dessus. Je vous le garantis, il est terrifiant. Mais bon, ça c'est la mort de cette expérience. Là, elle a réussi parce qu'elle a été menée. Peut-être c'était le passé industriel des génomes de monsieur, mais il a été mené raisonnablement. Et il a été mené avec système. Il y avait un système. Comme cela, oui. Là, ce n'est pas un rêve. D'ailleurs, la manière dont les paysans du coin réagissent, bien ou mal, le montre bien. Monsieur doit sans doute éveiller pas mal de jalousie dans le coin. En tous les cas, il y a des régions de France où ce type de choses ont été tentées et ont réussi également comme cela. Où ça donne un peu d'espoir. On se dit que ça, c'est une manière d'allier à la fois le goût de la terre, le goût de la campagne, le goût de la vie au grand air, et les capacités qu'offre le monde rural. Elles sont infinies.
Oui. Autrement dit, Claude, vous estimez quand même assez privilégié d'avoir pu réaliser, d'avoir eu les moyens et la chance de pouvoir réaliser un tel projet. Oui, d'un côté, c'est dépenser beaucoup d'argent pour vivre modestement, mais de l'autre côté, il y a une richesse de vie. Bien, alors rendez-vous hors antenne un jour dans les Cévennes. On goûtera la tarte aux orties. Merci d'être venu et merci de votre attention. Au revoir. Pour mieux saisir le monde de demain, dans quelques instants, le sens de l'histoire. Le livre m'est venu avec sa première scène. Je ne savais pas ce qu'il y avait derrière, mais la première scène s'est imposée, à savoir une banque, une salle des transactions, une salle des marchés dans une banque, des écrans, un Golden Boy, une espèce de grand prédateur universel qui contrôle tous ces écrans. Et tout d'un coup, ce monde électronique qui se défait et apparaît sur les écrans la figure du père de ce Golden Boy, du père de Joe, qui dit « Joe, on m'a assassiné, venge-moi ». Alors Golden Joe s'appelle Golden Joe parce que j'ai voulu choisir le prénom le plus simple, le plus monosyllabique qui soit, Joe, comme Golden Boy, Golden Joe, puisque c'est un prénom simple comme un ordre qui se donne, et un prénom simple comme l'est ce monde dans lequel on commande, dans lequel on réduit les choses, dans lequel l'élément humain a si peu de part. C'est une satire du capitalisme, du monde de l'argent de manière générale. Il y a quelque chose de pourri dans le capitalisme, il y a surtout quelque chose de pourri dans le fait que notre fin de siècle privilégie l'argent sur les autres valeurs. On nous dit Dieu est mort, on voit que les dieux de substitution que sont les idéologies politiques sont morts aussi, et que reste-t-il? Il reste finalement l'argent comme valeur dominante. Mais si l'argent a de la valeur, l'argent n'est pas une valeur. Ça ne vaut rien l'argent, c'est pas une monnaie humaine, c'est pas une monnaie spirituelle. Joe est effectivement cet homme indifférent aux autres qui ne voit plus qu'en fonction de son système arithmétique et financier. Donc c'est une pièce sur la déshumanisation du monde par l'argent et la réhumanisation d'un monde, puisque ce qui va arriver à Joe, c'est que tout d'un coup il va découvrir l'autre pan du monde, le monde des sentiments, le monde de l'amour, le monde de la pitié, le monde du remords. C'est-à-dire que Joe va s'humaniser. Et en même temps, la question qui se posera, est-ce que ça vaut le coup de devenir humain? Est-ce que ça vaut le coup d'être ou de ne pas être? Puisque la pièce multiplie les clins d'œil à Hamlet de Shakespeare.